Bonjour à tous, bienvenue dans Sika Market, l'émission de Sika Finance qui décortique l'actualité et les performances des sociétés cotées sur la BRVM. Au sommaire de cette émission, dans notre première rubrique Allo Sika, nous aborderons la notion de risque à la bourse. Nous poursuivrons dans la seconde rubrique Tour du marché avec les performances semestrielles de la BRVM avant d'aborder les perspectives pour la seconde moitié de l'année. Nous terminerons notre émission par la rubrique Meeting with où nous échangerons aujourd'hui avec Romuald Kouassi, directeur général de GNA Assurance Côte d'Ivoire. Place maintenant à la rubrique Allo Sika. Pour notre rubrique Allo Sika, destinée aux débutants à la bourse, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dr Ponou Ange, économiste à Sika Finance. Bonjour docteur. Bonjour Maëva. Comment allez-vous? Ça va bien? Et vous-même? Je vais très bien. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette rubrique. On sait que la bourse est idéalement un canal d'investissement sur le long terme et c'est également un canal d'investissement réellement productif et sécurisé. Et Sika Finance entreprend beaucoup d'actions pour permettre au maximum de personnes de profiter du pouvoir multiplicateur de la bourse. Mais investir à la bourse comporte quand même des risques. Et généralement, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce qu'on peut perdre tout son argent lorsqu'on investit à la bourse? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? J'ai envie de dire oui et non à la fois. Oui, parce que la bourse, effectivement, comporte des risques, comme tout autre investissement. Après, il faut dire que si tu investis, par exemple, sur des actions à la bourse, le risque le plus évident, c'est que la société sur laquelle tu investis fasse faillite. Et dans notre cas ici, quand je dis dans notre cas, c'est quand je prends le cas de la BRVM. La Bourse régionale des valeurs mobilières. Exactement. Et depuis l'existence de cette bourse, en 1998 jusqu'à aujourd'hui, on a quand même assisté à un seul cas de société qui a quitté la cote. Et c'est le cas de Trituraf. Même là encore, les investisseurs sur cette valeur n'auront pas tout perdu. Voilà. Ça veut dire que dans le cas de la BRVM, le risque de perte de capital est vraiment minime. Voilà, au regard de l'histoire récente de notre bourse. Mais on parle de risque minime. Concrètement, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour minimiser au maximum ce risque qu'on prend lorsqu'on investit à la bourse? Effectivement, ta question est quand même pertinente. Alors, pour éviter de se retrouver, par exemple, dans le cas de Trituraf, par exemple, une société qui sort, les investisseurs doivent quand même faire un effort de recherche d'informations, d'analyse de fondamentaux de société pour ne pas se retrouver dans ce cas où la société peut-être serait beaucoup plus susceptible de faire faillite qu'autre chose. Voilà. Docteur, mais lorsqu'on démarre à la bourse, on n'a pas forcément toutes ces notions. Est-ce qu'il y a des étapes préliminaires que vous conseillez? Oui, exactement. Moi, je dis aujourd'hui, quand vous voulez acheter une voiture, quelle est la première étape, par exemple, que vous suivez quand vous voulez acheter une voiture? Je ne sais pas, à vous de nous dire. Vous faites un permis. Bien sûr, pour avoir la voiture, il faut conduire. Mais ça, c'est si vous voulez conduire. Sinon, vous pouvez acheter une voiture sans conduire. Non, mais je parle du cas où vous voulez conduire la voiture. Ok, donc pas acheter. Si on veut la conduire, effectivement, oui. Il faut qu'on ait le permis. Je suis d'accord. Voilà. La première étape, c'est d'avoir le permis. Bien sûr. Voilà. Et pour avoir le permis, on vous apprend le code de la route. Bien sûr. Voilà. Donc, la bourse aussi a ses codes qu'il faut connaître. Et donc, parmi les codes, l'analyse, n'est-ce pas, des résultats des sociétés cotées, n'est-ce pas, font partie des causes, je dis, fondamentales. Donc, pour démarrer son aventure à la bourse, il faut quand même se former. Se former. Je voulais ajouter une chose qui est fondamentale. Tout à l'heure, à l'entame de vos propos, vous avez évoqué le fait d'investir ou de privilégier le long terme quand on veut investir en bourse. Effectivement, nous, on conçoit la bourse comme, n'est-ce pas, un type d'épargne, mais sur le long terme. Parce que sur le court terme, vous pouvez faire face, n'est-ce pas, aux fluctuations de cours habituels des marchés. Et en vrai, c'est ce qui fait peur aux gens. Mais quand vous analysez le marché sur une tendance de long terme, les risques de perte de capital sont vraiment faibles. Donc, nous l'aurons compris, investir à la bourse comporte certes des risques, mais en vous formant, en vous faisant bien accompagner, vous serez certainement sûr d'effectuer une aventure heureuse à la bourse. Place maintenant à la rubrique Tour du marché. Et pour cette rubrique, nous sommes toujours en compagnie du docteur Ange Ponou, économiste à Sika Finance. Docteur, la fin du mois de juin marque également la fin du premier semestre sur la BRVM. Comment les actions se sont-elles comportées de façon générale? Je dis que les actions
de façon générale, se sont bien comportés. Et cela s'est matérialisé par une performance positive au niveau de l'indice global du marché, hein, qui est le BFM Composite. Et cela, n'est-ce pas, est perceptible ici. On voit que l'indice a clairement pris 13 points, n'est-ce pas, sur les 6 premiers mois de l'année. Et cette performance s'embellit davantage quand on considère le Sika Total Return, qui lui, n'est-ce pas, enregistre une progression de 17,20%. Total Return, à la différence du BFM Composite, intègre les dividendes versés par les entreprises. Voilà. Et donc ça, je dois dire que tout ceci s'est parfaitement déroulé dans une conjoncture économique très favorable. Et cela est perceptible ici, si on regarde déjà la progression du PIB de l'UEMOA, puisqu'il s'agit d'une bourse régionale. Voilà. On voit clairement que le taux de croissance réel du PIB s'est établi à 6,2%, ce qui est robuste. Vous voulez voir que depuis cette performance, l'économie régionale est quasiment sur cette performance depuis quasiment 2021. Ça peut dire que l'environnement économique globalement est favorable. Voilà. Et donc tout ceci, si vous revenez en Côte d'Ivoire, qui compte le plus d'entreprises cotées sur la BRVM. On va dire les 2 tiers quand même. La Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, n'est pas en reste au niveau performance macroéconomique. On peut le percevoir ici avec, n'est-ce pas, un taux de croissance réelle du PIB de 6,1%. Ce qui quand même reste élevé. Voilà. Et la Côte d'Ivoire est sur cette performance, sur ce niveau de performance quasiment, on va dire, depuis bien longtemps, si on fait abstraction de l'épisode Covid, ou quand même... Qui a impacté tout le monde entier. Voilà, exactement. Donc, l'économie ivoirienne, globalement, supporte bien. Et tout ceci, n'est-ce pas, est perceptible au niveau des entreprises cotées à la BRVM, hein, par des niveaux de bénéfices quand même assez confortables. Donc, l'environnement économique favorise la bonne activité des entreprises cotées sur la BRVM. Voilà. Et cela s'est matérialisé, par exemple, au niveau des entreprises cotées à la BRVM, par une progression de 14% de bénéfices à plus de 1500 milliards. Voilà. 1500 milliards, c'est un gros chiffre, mais pour vous donner un ordre de grandeur, si j'essaie par exemple de comparer, n'est-ce pas, le bénéfice cumulé par les entreprises de la BRVM, n'est-ce pas, en 2024, au PIB, par exemple, de la Guinée-Bissau, vous voyez qu'on est largement au-delà, n'est-ce pas, du PIB. Donc, ça veut dire que ce que les entreprises ont réalisé comme bénéfice, c'est énorme. Et je rappelle que ce n'est pas toutes les entreprises cotées qui ont réalisé. Et donc, c'est un certain nombre. Donc, on voit le niveau de rentabilité de ces entreprises cotées à la BRVM. Merci, docteur. Et concrètement, quelles sont les entreprises qui se sont démarquées? Quelles sont les plus fortes hausses sur ce semestre? Alors, pour ça, il suffit de jeter un coup d'œil ici. Donc, quelles sont les valeurs qui constituent le top 3 sur le premier semestre de l'année? Le top 3, comme vous pouvez le voir ici, on a dans l'ordre Unilever Côte d'Ivoire, Citab Côte d'Ivoire et Filtisac. Et quelles sont les informations à l'origine de la hausse du cours de l'action de Unilever Côte d'Ivoire? Alors, on peut chercher sur Sika Finance Pro les facteurs qui ont contribué, par exemple, à soutenir cette croissance formidable d'Unilever Côte d'Ivoire. Donc, pour ça, on va chercher à aller sur la plateforme Sika Finance Pro, rechercher la valeur Unilever. Ensuite, voir l'évolution graphique et chercher les événements financiers sur la valeur. Événements financiers. Voilà. Alors, là, on a la publication du résultat du Unilever. On peut ajouter à ça l'actualité sur la valeur. Et on voit ici qu'en réalité, Unilever, n'est-ce pas, vient de réaliser, a subi une cession. Hein, vient d'être racheté ici par le groupe Carré d'Or. Et donc cette information a été parfaitement intégrée par les investisseurs. Et ce qui s'est matérialisé véritablement quand on analyse et les événements financiers et l'actualité sur la valeur, c'est cette information-là
qui aurait suffi à doper le titre de cette façon. Docteur, est-ce que les investisseurs ont vraiment pu profiter de cette embellie du titre? Alors, la réponse à votre question sous-entend qu'il faut vérifier si le titre a été beaucoup échangé sur la période. Alors, pour ça, on va essayer de voir ça ici sur notre plateforme Sika Finance Pro. On va analyser l'historique. Et on va prendre l'historique depuis le début de l'année. Et on se rend compte bien là que c'est seulement 998 titres qui ont été échangés. Entre janvier et juin 2025. Exactement. Si on rapporte ça à l'ensemble des titres que possède la société, qui, n'est-ce pas, s'établit à 9 183 400. Donc le ratio est très faible. Voilà. Ça reste un volume quand même assez insignifiant qui montre que le titre n'a pas été vraiment liquide sur la période. Exactement, exactement. Docteur, à la seconde place du classement, nous avons la valeur CITAB. Effectivement. Alors, CITAB est logé à la deuxième place de meilleure performance, n'est-ce pas, du marché sur le semestre avec une progression de 145,9%. Qu'est-ce qui explique cette progression? Si on analyse aussi la valeur, comme on l'a fait pour Unilever, CITAB, si on fait d'abord une analyse graphique, ici, je vais rechercher, je pense, les événements financiers. Voilà. Là, vous voyez qu'on se rend bien compte que le cours a véritablement été dopé à partir, n'est-ce pas, de cette information. De la publication du résultat annuel. Oui, annuel de la société. Alors, pour ça, je pense que si on vient dans Finance, là, on voit clairement que CITAB a réalisé un bénéfice de 44 milliards, 44,17 milliards, avec une progression qui tourne autour de 254%. Sur l'exercice 2024. Sur l'exercice 2024, ce qui est énorme. Et donc, la connaissance de cette seule information suffit pour doper la valeur, d'autant plus que CITAB, historiquement, est une valeur qui récompense gracieusement ses investisseurs, ses actionnaires, si tu veux. Voilà. Alors donc, quand les investisseurs intègrent tout ça, un taux de distribution historique autour de 90%, on est autour d'un dividende par action de 2000. Voilà. Ce qui offre, n'est-ce pas, aux dividendes qui pourraient être payés par CITAB, n'est-ce pas, ce qui rend vraiment l'un des plus attractifs du marché. D'autant plus qu'on sait que les investisseurs sur la BRVM sont très attirés par les sociétés qui payent de bons dividendes. Exactement. Docteur, à la troisième place de notre classement, nous avons la valeur Filtisac. Voilà, nous avons la valeur Filtisac et qui s'adjuge une progression de 109,7%. Au-delà de ces plus fortes hausses, le marché a également connu au cours de ce premier semestre de fortes baisses. Quelles sont les valeurs qu'on peut citer à ce titre? Alors, Maëva, je dirais qu'il faut un peu de tout pour faire un monde. Et donc, là, je pense que pour voir les plus fortes baisses, on va, dans l'ordre, citer Neisida, Sicor et Aura Group. On peut faire rapidement une petite analyse sur la première plus importante baisse du marché. Neisida Côte d'Ivoire, avec une baisse de 20,7%. Neisida, on a là Neisida. Quand on analyse graphiquement l'évolution du cours de l'action, donc on voit que Neisida est clairement, là si je fais un événement je cherche un événement financier par exemple sur la valeur. Donc on se rend compte que les événements financiers auront toujours des incidences, sur le cours de l'action. Exactement. Là, on a la publication du premier trimestre qui a coïncidé avec la tendance baissière du titre. Et cela se poursuivit aussi avec le résultat annuel. Donc vous voyez que ces deux événements arrivent au moment où le titre se trouve dans une tendance qui est résolument baissière. Voilà. Donc on peut en déduire que
la valeur n'aurait pas réalisé de bons résultats. Et cela, on peut le vérifier ici, si on va dans Finance. Alors, on se rend compte clairement, quand on analyse ici, le résultat net, on voit qu'il est clairement négatif. Hein, et s'établit à 759 millions. Voilà. Ce qui clairement était un mauvais résultat. Voilà. Et je dis que cette information suffit, n'est-ce pas, à sanctionner la valeur. Et je dis, les 20% de perte, ce n'est pas cher payé pour Neisida. Docteur, à quoi devraient s'attendre les investisseurs sur la seconde moitié de l'année? Qu'est-ce que nous pouvons attendre de la BRVM sur ce second semestre? Alors, M. Maïva, alors je dois dire que globalement, tous les indicateurs sont ouverts. Quand vous analysez par exemple les indicateurs macroéconomiques, tout à l'heure on a regardé le niveau de croissance réalisé dans la zone, l'UEMOA, si on vous donne le taux de croissance de l'UEMOA, ça veut dire que c'est la moyenne des 8 pays. Donc ça veut dire que globalement, le niveau de croissance est robuste. Donc c'est un indicateur qui est évidemment très important. Alors, quand on regarde aussi les résultats publiés par les sociétés, n'est-ce pas, en fin d'exercice 2024, tous ces indicateurs, et la plupart des grandes sociétés ont réalisé de bonnes performances. Donc, partant de là, on se dit objectivement que le marché devait poursuivre sur sa tendance, n'est-ce pas, et connaître, n'est-ce pas, un niveau de performance semblable à celui du premier semestre. Seulement, on a un an et demi, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire des élections en octobre 2025. Et justement, parlons d'octobre 2025. Nous profitons pour répondre à la question d'un internaute qui se demande si les élections en Côte d'Ivoire peuvent impacter le marché financier. Alors, je dis que, avant de répondre à cette question, je dis que globalement, le marché devait poursuivre sa tendance. Seulement, cela nous amène à regarder le comportement du marché, n'est-ce pas, lors des élections passées. Voilà. Pour ça, il faut par exemple qu'on essaie d'analyser la performance du BFM Composite, qui est l'indice de référence. Voilà, c'est ça. Sur notre bourse. Notre bourse, exactement. Donc, nous avons eu des élections en 2020, en 2015. Voilà. Et donc, si on commence par le début, j'allais dire ça. On va commencer par les élections les plus anciennes pour venir aux plus récentes. Donc, ici, l'élection la plus récente qu'on a eue, c'est en 2010. La plus ancienne, vous voulez dire? Oui, la plus ancienne. Voilà, sur notre tableau, c'est 2010. Et en 2010, on voit clairement que, que le marché a fini quand même avec une performance confortable de 20,48%. Voilà, en année électorale. Voilà. C'est seulement en 2011 que le marché a connu une période de baisse et tout le monde sait pourquoi. Voilà. L'enjeu, ce n'est pas les élections, mais il y a une crise. C'est la période post-électorale. Voilà. C'est cela qui aurait eu, par exemple, raison, n'est-ce pas, de la performance de pas mal d'entreprises cotées et qui cela s'est réjailli, n'est-ce pas, au niveau du BFM Composite par une performance négative. Donc après 2010, on a eu des élections en 2015. Et donc là encore, le marché finit, n'est-ce pas, en hausse. C'est une performance positive. Positive de 17,77%. Pour une bourse, je pense que c'est une performance honorable. Et donc, en année électorale, sur la base de ces deux analyses déjà, en année électorale, le marché ne subit pas vraiment le contre-coup. Voilà. Et peut-être qu'il faut analyser les effets après l'année électorale, très souvent. Il faut analyser les événements qui se produisent après la période électorale. Notamment voilà. Comme en 2011, on a eu une crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Exactement. Alors, 2020, c'est la période la plus récente. En 2020, il y a beaucoup d'événements qui se sont entremêlés. Voilà. Il y a eu les élections, mais pas que... Il y a eu la période Covid aussi. Voilà, qui a eu d'énormes impacts négatifs sur l'ensemble des bourses dans le monde. Et pas seulement qu'à la BRVM. Et donc, c'est pourquoi ici, il faut relativiser. Mais je dis que quand on prend 3 années électorales, il y a 2 années où le marché finit confortablement en hausse et il y a une seule année, en 2020, où le marché finit en baisse. Donc au regard de ces chiffres, je dois dire que octobre 2020 ne constitue pas en vrai octobre 2025. Voilà, un risque majeur pour la performance du marché. La BRVM devrait être résiliente face à cet événement
Après, peut-être qu'on analyserait les impacts de l'événement, les événements qui vont suivre l'événement, l'élection en octobre 2020. Et ça, peut-être qu'il faut chercher les conséquences peut-être en 2026, pas en 2025. Comme quoi qu'il en soit, on gagnerait tous à rester dans un climat de paix après les élections parce que aussi bien le marché financier que les investisseurs en profitent. Voilà, sur ça, merci Maëva, je voudrais dire que à la bourse, il faut que les gens comprennent que chaque investisseur a son profil. On n'a pas tous les mêmes profils. Certains peuvent aimer le risque, voilà, et d'autres non. Mais toujours est-il qu'en finance, ceux qui aiment les risques, n'est-ce pas, aussi prennent la responsabilité ou alors ont la chance très souvent comment on appelle ça, de réaliser des gains importants. Parce que le coût de rentabiliser les risques est lié. Voilà. Et donc, les risques ne sont pas toujours mauvais en soi. Voilà. Le risque peut constituer une opportunité. Une opportunité, merci. Voilà. Et c'est sur ça que je voulais finir. On ne pourrait pas mieux terminer. Merci, docteur. Merci, Maëva. Place maintenant à la rubrique Meeting WIF. Dans la rubrique Meeting WIF, nous échangeons aujourd'hui avec Romuald Kwasi, directeur général de GNA Assurance Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Kwasi. Bonjour Maëva. Comment allez-vous? Très bien. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre émission Focus Bourse. Et d'entrée, on souhaite savoir quelles sont les interactions entre les compagnies d'assurance et la BRVM. Je vous remercie déjà pour cette invitation. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que nous jouons tous dans le même marché financier. Les compagnies d'assurance sont des investisseurs institutionnels, que ce soit non-vie ou vie. Pourquoi? Parce que nous collectons des primes, nous collectons des cotisations et généralement l'excédent, après avoir pu faire face au sinistre ou bien à d'autres différentes prestations, nous sommes obligés de les investir dans la bourse ou dans d'autres véhicules pour pouvoir améliorer notre rentabilité. C'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Il y a deux éléments qui nous permettent de pouvoir accroître notre rentabilité, notamment les placements financiers, dans le volet de la bourse et les rendements, le résultat technique provenant de la différence entre les primes et les prestations collectées. Et concernant la BRVM justement, est-ce que vous pensez qu'avec votre profil d'investisseur, elle propose une offre suffisamment liquide et diversifiée pour répondre à vos besoins? Oui, aujourd'hui ce qui est bien, c'est qu'il y a un accord entre le catalogue des placements de la CIMA et les véhicules proposés par la bourse, par la BRVM. Est-ce que vous pouvez expliquer simplement le catalogue de la CIMA? En fait, nous sommes une activité réglementée et il y a des ratios prudentiels qui sont exigés par le régulateur pour pouvoir montrer la solvabilité de chacune des entreprises d'assurance sur le marché. Et il y a un ratio de dispersion, des niveaux de placement autorisés qui permettent d'aboutir au calcul du ratio de solvabilité. Et quand vous prenez la liste des véhicules proposés par la CIMA, c'est généralement des véhicules autorisés par la BRVM. Donc je pense qu'il y a une harmonie. Donc le catalogue aujourd'hui de la BRVM correspond et donc les outils proposés par la BRVM en conclusion correspondent aux outils qui ont été validés par la CSA, par la CIMA. Quels sont les produits, par exemple, sur lesquels investit GNA Assurance, à titre d'exemple? Au niveau de GNA Assurance, on a des relations avec des NGI, des NGO, et puis on a la possibilité de, comment on appelle, d'acheter, de faire des placements dans la FCP, qui sont proposés par... Entendons par FCP, fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, oui. Pour des entreprises non-vie, la tendance est beaucoup plus au niveau des FCP parce qu'on a accès à la liquidité à cause de nos contraintes. En réalité, en non-vie, les cycles sont beaucoup plus courts. Donc, il faut être capable de pouvoir retirer les sommes investies le plus rapidement possible pour faire face à nos engagements. Au niveau des compagnies vie, le cycle est beaucoup plus long. Elles ont beaucoup plus de sources de placement. Elles investissent dans les actions de sociétés cotées. Elles investissent également dans des FCP. GNA Assurance fait partie du top 3 des compagnies d'assurance non-vie ivoiriennes. Elle est même à la 2e place de ce classement. Quels sont les facteurs clés de succès de votre entreprise? Merci déjà. GNA Côte d'Ivoire, c'est déjà 41 milliards de chiffre d'affaires en 2024, avec une perspective qui nous amènerait certainement en 2026 à près de 50 milliards de francs CFA.
nous comptons consolider notre deuxième place. Et les facteurs clés de succès, le premier élément, comme j'aime bien le répéter, ce sont les hommes. Moi, j'ai les meilleurs hommes du marché, voilà, qui sont prêts et engagés vraiment à servir nos clients. Ça, c'est le premier élément, qui n'est vraiment pas négociable pour toute entreprise. Le deuxième élément, c'est l'innovation. C'est l'innovation. Aujourd'hui, on a un marché qui a fonctionné sur des traditions. Les produits sont les mêmes, mais aujourd'hui, avec GNA Côte d'Ivoire, on sent que le marché bouge. Donc, vous essayez de casser les codes? Comme on l'a dit dès le début, on casse les codes. Aujourd'hui, nous avons lancé plusieurs produits, notamment Noufala, qui est l'assurance du bétail, attelée dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons lancé le Cyber Edge, qui est un produit contre les menaces numériques, contre les hackers, tout ça pour pouvoir indemniser les clients, parce que ça fait partie de l'actualité. Et nous avons également mis en place des prestations qui indemnisent nos clients dans des délais vraiment records. 3 heures de temps, 3h59 minutes en automobile par exemple. Ce sont des innovations importantes. L'autre élément, c'est qu'on a aussi un laboratoire de construction de produits. Très bientôt, vous allez voir que nous allons nous attaquer fortement aux produits à l'assurance agricole. Au niveau des facteurs clés, c'est notre présence sur le territoire. Aujourd'hui, GNA Côte d'Ivoire, vous retrouverez GNA Côte d'Ivoire dans 60 villes de la Côte d'Ivoire. Donc une bonne couverture du territoire national. Du territoire national. Que vous soyez à Fekki, à Man, à Niablé, à Boisseau, à Yamsoukro ou à Abidjan, Patabou, vous trouverez toujours l'enseigne GNA et les collaborateurs prêts à vous servir. On a un service de proximité et on continue d'étendre vraiment notre réseau. Monsieur Kwasi, comment voyez-vous la suite? Quelles sont les perspectives pour GNA Assurance Côte d'Ivoire? Les perspectives sont très bonnes. Il faut d'abord, on cherche déjà, je pense que dans les mois qui suivent, à faire naître la sœur de GNA Côte d'Ivoire, notamment GNA Vie, pour pouvoir offrir des produits à 360 degrés à nos clients. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième élément, c'est de pouvoir profiter du digital pour pouvoir atteindre toutes les couches de la population. C'est-à-dire, on veut toucher les grandes entreprises, les très grandes entreprises, les grandes entreprises, les moyennes entreprises, les toutes petites entreprises et le particulier, là, peu importe l'endroit où il se trouve. Et pour nous, ce sont des choses qui nous permettront de pouvoir accroître notre marche vers la première place. Donc le défi qui suit, c'est de pouvoir, d'ici 5 ans, occuper la première place. Et on vous le souhaite vivement. Merci, Monsieur Kwasi. Sika Market referme ses portes pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode.